Si vous êtes basé en Afrique et que vous souhaitez créer votre marque de cosmétiques et développer votre business à l'international, ou si vous faites partie de la diaspora et que vous avez un projet de création de cosmétiques mais que vous voulez mettre l'Afrique à contribution, peut-être parce que ça vous tient à cœur vous aussi de participer au développement économique de ce continent, cette vidéo est faite pour vous parce que j'y détaille mon parcours et ma méthode pour vendre en France des cosmétiques qui ont été créés selon les normes européennes mais 100% made in Africa. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tout ensemble en productivité, self-esteem et business. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir discuter avec moi sur Instagram ou à me laisser des commentaires ici et vous me posez toujours des questions bien intéressantes, donc merci à vous. Je continue sur ma lancée de faire une vidéo sur les questions qui me sont le plus souvent posées. Récemment, j'ai vu un commentaire de Rodolphe qui me disait si je pouvais un petit peu expliquer mon parcours, comment est-ce que je faisais pour importer des cosmétiques africains en France et quelles difficultés j'avais rencontrées. C'est déjà un sujet de vidéo que j'avais dans l'idée de faire, donc je me suis dit là, ça pourrait être l'occasion. Dans cette vidéo, je vais présenter une méthodologie d'action en 5 étapes parce que je trouve que pour vous, ça fait un petit peu plus digeste. Mais je vais également faire le récit de ma propre expérience, donc tout sera un petit peu sous forme de storytelling. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo-là va vous plaire. Comment créer des cosmétiques africains et les vendre en Europe? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape de la méthode, je l'ai intitulée « Pourquoi le Made in Africa ?» J'ai tenu à intégrer ce segment parce que je pense que la raison pour laquelle vous voulez aller créer des cosmétiques en Afrique et aller les vendre en Europe, en France, sera déterminante pour la réussite de votre projet. Cela pourrait s'appliquer à tous les business, mais ici particulièrement parce qu'il va vous falloir de bonnes raisons pour surmonter toutes les épreuves, toutes les difficultés auxquelles vous aurez à faire face. J'ai déjà entendu des gens me dire « Moi, j'ai envie de créer mes cosmétiques en Afrique parce qu'on m'a dit que là-bas, c'est moins cher. » Si c'est ça votre bonne raison, asseyez-vous. Parce que les économies que vous allez faire en main d'œuvre, vous allez les ressortir en coûts logistiques, en frais de déplacement pour vos voyages, en prise de tête en tout genre. Mais comprenez-moi bien ici, si votre entreprise est installée depuis des années, que vous avez déjà un circuit de production, de logistique qui est stable, là vous pouvez envisager d'aller en Afrique. Mais si vous débutez tout juste votre projet de cosmétique, que vous ne savez pas encore qu'est-ce qu'il faut faire, vous avez déjà beaucoup de choses à apprendre. Votre projet tout seul est déjà suffisamment complexe, donc n'allez pas vous rajouter de la difficulté en plus. Faites d'abord au plus simple, puis envisagez le Made in Africa pour la seconde étape de votre projet. Et là, vous pouvez me dire, bon Josiane, tu es très mignonne, mais toi, tu n'as pas attendu la deuxième phase de ton projet avant d'aller en Afrique, tu y es allé tout de suite. Pour recontextualiser, moi je vis au Sénégal, j'arrive en France en 2011 pour poursuivre mes études supérieures. En 2016, je retourne à Dakar pour mon stage de fin d'études. Et comme mon stage n'est pas rémunéré, ma cousine m'encourage à vendre des cosmétiques que je faisais déjà pour moi-même, pour ma peau, pour mes cheveux. Elle m'encourage à les vendre à d'autres personnes. C'est là que je crée la marque Senebel qui mériterait sa propre vidéo, sinon on est encore là demain. Mais ce qu'il y a d'important à retenir ici, c'est que Senebel ne me permet pas de vivre parce que je fais n'importe quoi vu que je n'y connais rien en entrepreneuriat. Donc à côté, je dois chercher un emploi qui permette de survenir à mes besoins. Et là, c'est le néant total. Je passe des entretiens avec des laboratoires qui me disent que eux, ça fait 10 ans qu'ils n'embauchent plus. Et l'autre problème majeur, c'est qu'avec ma formation technique, donc moi j'ai fait des études de biochimie, je me suis spécialisée en biotechnologie végétale, je vois qu'au Sénégal, j'ai pas beaucoup de choix de structures qui peuvent m'accompagner. Il n'y a pas énormément de laboratoires qui sont intéressants et où je peux postuler. C'est à ce moment-là que je me rends compte du vrai problème d'insertion professionnelle des jeunes sur le territoire et de l'importance de favoriser vraiment l'industrialisation pour qu'il y ait plus de structures transformatrices de matières premières qui soient prêtes à embaucher. En parallèle de tout ça, je reçois plusieurs messages sur les réseaux sociaux de femmes qui vivent en France et qui sont intéressées par acheter mes produits Senebel. Donc là, je me dis, ah bah, il y a peut-être un marché, donc autant que je retourne en France et que je monte mon projet en bonne et due forme. Je rentre donc en France en fin 2016 avec mon projet en tête, mais à ce moment-là, je suis bien consciente que ça va être difficile de toujours fabriquer mes produits sur le continent africain parce qu'avec la réglementation européenne, il y a déjà beaucoup de choses que je dois apprendre. Je me dis, bon, le Made in Africa, ça va venir dans un second temps. Pour le moment, autant travailler avec des laboratoires français. Déjà, eux, ils sauront mieux quoi faire en termes de réglementation. Ils vont mieux m'accompagner. Mais d'un autre côté, j'ai toujours envie de mettre à contribution l'Afrique. Je décide de juste sourcer mes matières premières sur le continent et la production même se tient en France.
Je recherche donc des laboratoires français avec qui je peux collaborer. Là, je tape basiquement laboratoire cosmétique France sur Google et je vois les résultats. Si vous êtes intéressé par comment rechercher les laboratoires et comment les aborder, j'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet. Je vous la mets en suggestion. Je fais alors mes recherches sur Internet et j'envoie des mails en expliquant mon projet ou alors j'appelle directement et on me donne le contact de la bonne personne à qui je dois écrire. Mais là, premier problème, les minima de commande sont trop élevés pour moi. Les laboratoires me disent, ok, nous on peut fabriquer vos produits, mais il va falloir nous commander 5 000, 10 000 unités de shampoing. Et à ce moment-là, déjà, je n'ai pas le budget pour faire fabriquer tout ça et je n'ai pas les moyens de les écouler ensuite. Mais bon, je ne me décourage pas, je continue mes recherches et je finis par trouver par recommandation un laboratoire qui est intéressé par le projet, qui n'a pas vraiment de minima de commande ou alors qu'il y a des minima de commande qui sont très très bas. Je programme un premier entretien Skype avec le responsable du laboratoire. Tout se passe bien sur le moment, mais les choses se gâtent lorsque j'annonce que je veux forcément mettre l'Afrique à contribution et que je veux que certaines matières premières proviennent du continent africain. À ce moment-là, le responsable se braque totalement et me dit que pour lui, c'est hors de question de travailler avec des Africains parce que ce qu'ils font, c'est vraiment de la mauvaise qualité. En plus, il me dit, voilà, dans vos produits, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment intégrer du beurre de karité? Ça sent mauvais, les gens n'aiment pas ça, les gens ne vont pas aimer vos produits. Et comme j'insiste, il me dit, bon, de toute façon, nous, on fait ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, on vous fait signer une décharge comme quoi c'est vous qui avez fourni des produits de mauvaise qualité. Donc, si à la fin, votre production n'est pas bonne, ce sera de votre faute. C'est vraiment cette conversation qui m'a donné la rage. Là, j'avais vraiment envie de prouver que c'était effectivement possible de fabriquer des produits cosmétiques de très bonne qualité sur le continent africain et que les gens de par le monde pouvaient totalement aimer ça. Le Made in Africa était d'autant plus ancré dans mes valeurs profondes et c'est à ce moment-là que je décide de ne plus attendre la seconde phase de mon projet et d'aller sur le continent africain tout de suite. Ce qui nous amène à la seconde étape de la méthode et de mon parcours, la recherche des laboratoires sur le continent africain. Bon, c'est très mignon maintenant de dire je veux produire mes cosmétiques en Afrique, mais si vous suivez un peu mes vidéos, vous voyez que je vous parle beaucoup de réglementation européenne. Il y a des règles à respecter si vous voulez être autorisé à commercialiser vos cosmétiques en France et en Europe. Vous ne devez absolument pas travailler avec n'importe qui. Alors ici, il ne s'agit pas juste d'aller trouver un laboratoire africain qui va fabriquer vos produits cosmétiques. Il s'agit de trouver un laboratoire africain qui va fabriquer vos produits cosmétiques et qui est certifié ISO 22716 et travaille selon les bonnes pratiques de fabrication, conditionnement et stockage. Au départ, moi, je veux tout centraliser en Afrique de l'Ouest parce que bon, c'est de là que je viens. Je recherche le laboratoire sur Internet en tapant laboratoire cosmétique Sénégal, laboratoire cosmétique Côte d'Ivoire. Vous connaissez maintenant la méthode. Et je les appelle un à un, mais je me rends compte de 3 choses. La première, c'est que certains laboratoires sont en fait des unités de grosses entreprises qui existent déjà et n'ont pas forcément une activité de production. Parfois, c'est juste un site administratif. La seconde, c'est que ceux qui ont vraiment une activité de production, ils produisent pour eux-mêmes et pas pour d'autres marques. Et la troisième chose, c'est qu'il existe bien des structures indépendantes de petite, moyenne, grande taille qui sont prêtes à travailler avec moi. Quand on leur parle de réglementation, ils disent oui, on connaît, on fait ça très bien. Mais lorsque vous leur demandez le certificat ISO 22716, là, il n'y a plus personne. Alors oui, il y en a qui sont malhonnêtes, mais parfois c'est pas ça. Parfois c'est qu'ils considèrent que le simple fait de travailler dans un laboratoire, dans de bonnes conditions d'hygiène, c'est ça les normes. Et à leur niveau, ils ont raison parce que là-bas, tout le monde ne procède pas de cette façon. Mais en Europe, c'est encore plus strict et compliqué, donc ce n'est pas suffisant. Les laboratoires en Afrique, ils ont a priori zéro raison de commencer à travailler selon les normes européennes parce que c'est très coûteux en temps, en énergie, en argent. Il faut savoir que l'industrie cosmétique ne se limite pas qu'à la vente de produits. Là, je peux vous dire qu'il y a un business dans le business. Tout ce qui est aménagement de laboratoire, certification, même quand on parle au niveau du produit, les certifications bio, écocert ou les bonnes pratiques de fabrication, ce sont clairement des activités commerciales. C'est un coût, c'est un investissement pour les industriels aussi. Pour en revenir à mon parcours, moi, je n'arrive tout simplement pas à trouver un laboratoire en Afrique subsaharienne qui puisse fabriquer mes produits sans me poser des problèmes avec les autorités françaises. Puis un jour, en recherchant très loin sur Google, je tombe sur la page d'une marque de cosmétiques qui vend en France. Et tout en bas, sur leur site, il y a écrit Made in Morocco. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, en fait, je n'avais jamais exploré la piste
du Maghreb. Moi, j'étais focalisée sur l'Afrique subsaharienne, mais comme là-bas, je ne trouve pas pour le moment, je décide d'explorer la piste du Maroc et potentiellement adopter ça comme une solution provisoire. Et pour vous aussi, ça pourrait être une solution d'entrée si vous ne trouvez pas de laboratoire dans les autres zones de l'Afrique. Parce qu'à l'époque où je me suis lancée, moi, il y avait encore peu de laboratoires qui travaillaient selon les normes européennes. Mais maintenant, les lois sont en train de changer et ils sont en train de se calquer sur le fonctionnement de l'Europe. Donc, beaucoup de laboratoires investissent dans la certification. Je continue alors mes recherches dans ce sens-là sur Internet. La plupart des laboratoires n'ont pas de site Internet, n'ont pas de présence en ligne, donc c'est compliqué. Mais je tombe sur une sorte d'annuaire qui regroupe tous les laboratoires au Maroc de cosmétiques. Donc, je les appelle un à un. Je tombe sur un laboratoire qui a l'air sérieux, qui s'intéresse au projet et je décide de poursuivre avec eux. Nous sommes en été 2017. Troisième étape de la méthode et de ma petite épopée, la fabrication des produits. Il faut savoir que moi j'avais déjà des formules de prêtes parce que si vous vous souvenez, je commence mon parcours avec une marque de cosmétiques saine et belle à Dakar. Je vends déjà les produits donc j'ai déjà des formules, je veux juste les garder. Là, tout ce qu'il y a à faire, c'est de rendre ces formules industrialisables, disons. Tout commence par un contrat de confidentialité que je signe avec le laboratoire. J'élabore mon cahier des charges que je leur transmets avec les formules et quelques échantillons des produits que je leur ai envoyés par voie postale. De leur côté, ils tentent de reproduire et de faire les changements nécessaires. Donc au début, tout se passe bien, mais avec le temps, le laboratoire devient de moins en moins réactif. Parfois, j'appelle, on me dit « Ah, tels échantillons, on les a perdus, mais en fait, on les a retrouvés. Mais quelle texture vous vouliez au juste? Ah, on voulait faire ça demain, mais en fait, c'est férié. » Et ça, c'est un point que j'ai appris à surveiller également. Les vacances et les jours fériés dans les pays de mes partenaires. De mon côté, je suis pas à 100% sur le projet. J'enchaîne les petits boulots. Je sais pas trop ce que je fais. J'ai tellement d'idées, mais en même temps, j'ai zéro idée de comment il faut procéder. Tout ça fait qu'on avance à tâtons. Les échanges prennent vraiment beaucoup de temps. À un moment, je me dis, bon, j'en ai vraiment marre de tous ces retards. Je décide de prendre des billets d'avion et le 5 août 2018, je débarque au Maroc pour la première fois, toute seule, avec ma valise et mon petit sac à dos. Bon, mon voyage en lui-même a été un sketch du début jusqu'à la fin. J'ai été en détention à l'aéroport, je me trompais constamment des lignes de train, donc je me retrouvais dans des villes totalement inconnues, mon Airbnb a pris feu, bref. À part tout ça, la rencontre avec le labo se passe très bien. On fait les modifications sur les formules sur place et on avance juste 10 fois plus vite. On crée des liens car ils me voient et vice versa, on mange ensemble, on discute et c'est là que je me rends compte de la primordialité de se rendre sur place lorsqu'on travaille en Afrique. Tout est juste plus simple et tout va plus vite parce que vos remarques sont prises en compte sur place. Et du point de vue du partenaire, c'est également rassurant. Imaginez-vous avoir un client que vous n'avez jamais vu. Ça pourrait très bien être une arnaque. Et vous, ça vous permet d'avoir un vrai contrôle sur la situation. Parce que les partenaires, de façon générale, aiment beaucoup prendre des initiatives. Eux, ils sont habitués à un mode de consommation de leur pays. Mais vous, vos cibles en France peuvent ne pas avoir les mêmes envies. Un exemple tout simple. Au Maroc, on peut aimer les senteurs épicées, un petit peu fortes, alors qu'en France, ce n'est pas nécessairement le cas. Ici, c'est bien quand c'est plus léger. Votre fabricant peut très bien prendre la liberté de rajouter une senteur épicée en pensant que ça va vous faire plaisir, sans vraiment arrière-pensée négative, mais juste en disant « Ah bah, il va voir que moi aussi, je suis force de proposition. » Ça peut vraiment être aussi basique que ça. Donc, il faut vraiment surveiller que tout soit fait selon l'appréciation des cibles finales et non selon l'appréciation du laboratoire qui fabrique. D'ailleurs, ce premier voyage de rencontre, je dirais même qu'il faut le faire le plus en amont possible. Dès que vous avez quelques pistes sérieuses de plusieurs laboratoires, là, vous pouvez vous déplacer. Moi, j'ai même eu de la chance parce que, imaginez, j'investis tout mon temps à travailler avec cette structure et si à la fin, je vais là-bas et que je me rends compte que c'est pas un laboratoire, c'est une cuisine. Heureusement pour moi, de ce côté-là, je l'ai échappé belle. Mais, bémol, de ce qui est exigé par la réglementation, seul un toxicologue qui est reconnu dans l'Union européenne peut approuver mes formules et le laboratoire avec qui je travaille, comme beaucoup de laboratoires au Maroc à cette époque, n'a pas les capacités techniques pour effectuer tous les tests nécessaires ou même de m'accompagner sur ce qu'il doit être fait. Donc, niveau réglementaire, je dois me débrouiller toute seule. Quatrième étape de la méthode, la réglementation. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que pour être autorisé à commercialiser des produits cosmétiques en Europe, il faut effectuer une batterie de tests sur les formules pour prouver que vos produits ne vont pas être nocifs à l'utilisation. Et il faut que vos formules soient approuvées par un toxicologue. C'est quelqu'un qui va dire, ok, on a testé ces formules-là en laboratoire. Je rappelle que les formules d'un produit cosmétique, c'est la recette. Quels composants entrent dans le produit, en quelle quantité, etc. Le toxicologue, il dit alors, on a testé
ces formules et on s'est rendu compte que ce n'est pas dangereux à l'utilisation. J'autorise la commercialisation. En parallèle de mon travail avec le laboratoire, je me lance à la recherche d'un cabinet de toxicologie qui peut m'accompagner à ce niveau. Le laboratoire me donne également quelques contacts. J'appelle les gens, je leur écris en expliquant un petit peu ma situation et je finis par comparer les devis et par choisir un cabinet de toxicologie. Nous sommes en fin d'été 2018 et à ce moment-là, je ne sais pas encore que je suis tombée sur le pire cabinet. J'apprends plus tard que certains tests qui m'avaient été exigés étaient en fait pas du tout obligatoires, alors que j'avais même posé la question. En plus de ça, le cabinet de toxicologie me demande des documents complètement aberrants pour certaines matières premières. Pour du beurre de karité, on me demande un certificat CMR, qui est un document qui atteste que la matière première n'est pas cancérogène, mutagène, reprotoxique, et aussi un certificat d'absence de nanoparticules. Imaginez-vous 2 secondes. Vous travaillez avec des coopératives de femmes qui fabriquent du beurre de karité dans un village. Et même si le beurre de karité est très bien fait selon des normes d'hygiène strictes, déjà qu'ils me fournissent une fiche de sécurité, c'est beaucoup. Imaginez-vous aller leur demander un certificat qui atteste que le beurre de karité n'est pas cancérogène, mutagène, reprotoxique. Évidemment qu'ils n'ont pas tout ça. Et même quand on connaît le beurre de karité, une attestation CMR n'est pas nécessaire ici. Sur le moment, moi qui n'y connais rien, je me dis, ah bah c'est quand même bizarre, c'est quand même une matière naturelle, pourquoi on me demande ces types de documents? Mais bon, je me dis, c'est pas moi l'experte, donc je fais juste ce qu'on me dit. Je me mets à courir après des documents dans tous les sens. C'est plus tard qu'une autre toxicologue me dit qu'en fait ce cabinet-là il était vraiment à côté de la plaque et qu'il n'avait pas à me demander ça. Mais ça c'est un problème qui se pose, c'est la méconnaissance de nos ressources naturelles en Afrique. Les gens ils ne connaissent pas, donc parfois ils demandent un petit peu des choses folles. Mais ce cabinet-là vraiment ils ont abusé parce que le beurre de karité c'est quand même connu. Comme je le disais, moi à l'époque je ne savais pas, donc je me battais beaucoup pour aller trouver ces documents. D'autant plus que je n'avais pas pensé à les demander au tout départ aux fournisseurs. En fait, pour créer les formules avec le laboratoire au Maroc, on a dû demander des échantillons de matières premières à plusieurs fournisseurs. C'est à ce moment-là, normalement, qu'on aurait dû demander les documents en vigueur. Pour ne pas se retrouver à la dernière minute à devoir courir après tous les fournisseurs et se heurter potentiellement à des gens qui n'ont pas les papiers ou qui ne veulent pas donner les papiers. Moi, comme je ne connaissais pas bien la réglementation et que je ne savais pas qu'il y avait des documents que je devais demander aux fournisseurs de matières premières, c'est au pied du mur que je me retrouve à passer des coups de fil à plus d'une dizaine de fournisseurs. Parfois, j'appelais les fournisseurs, on me disait non, c'est pas tel service, appelez plutôt telle personne. Je créais moi-même des trames d'attestation que j'allais faire signer aux fournisseurs. Et quand je revenais, le cabinet de toxicologie me disait non, en fait, c'est pas comme ça. Il manque un mot, il manque telle information. La directrice du laboratoire avec qui je travaillais également s'est beaucoup battue puisque la majorité des fournisseurs, c'était ce laboratoire-là qui était en contact avec eux. Moi, à un moment, j'avais pris le relais parce que je me disais, bon, ça va aller plus vite à 2. On était dans une phase où on ne pouvait vraiment plus se permettre de perdre du temps. Il faut savoir que moi, pour financer tout ça, en parallèle, je lance une campagne de financement participatif. Les gens achètent mes produits à l'avance. Donc, ils achètent en octobre 2018 et je suis censée les livrer en février-mars 2019. Et là, nous étions en décembre 2018, je pense. Beaucoup de fournisseurs en Afrique étaient réticents à nous donner les documents nécessaires parce qu'ils n'avaient pas l'habitude qu'on leur pose autant de questions. Donc, ils étaient très méfiants. Ils avaient peur qu'on leur vole, je sais pas, des secrets de fabrication ou je ne sais quoi. Certains n'étaient même pas fabricants, ils étaient juste distributeurs. Comme ils ne voulaient pas nous donner les documents, parfois il fallait remonter à la source, trouver qui est la personne qui fabrique vraiment cette matière première et lui demander de nous transmettre les documents. Sauf que quand on allait à la porte de ces sociétés, ils nous disaient mais vous êtes qui? Vous voulez quoi? C'est pas nous qui vous avons vendu ce produit, donc allez directement voir le distributeur. Et c'est comme ça qu'on tournait en rond, Et ce n'est pas tout, parce que toujours si vous suivez mes vidéos, vous savez que la réglementation exige que vous présentiez vos formules cosmétiques sous la forme la plus exhaustive possible. Donc le laboratoire de toxicologie me faisait remplir des trames où il fallait calculer exactement toutes les substances qui étaient présentes dans toutes les matières premières et à quel pourcentage elles se retrouvaient dans le produit. C'est un travail juste fou. Mes cours de chimie m'ont bien aidé et il y avait également le laboratoire qui était là, mais c'était vraiment très compliqué. Chaque cabinet de toxicologie a son fonctionnement, mais plus tard, on m'a également dit qu'en fait, c'était pas du tout à moi de faire ça. Et même si je ne savais pas ça, à l'époque, j'étais quand même assez frustrée parce que je me disais, bon, je suis passée par ce cabinet de toxicologie-là justement parce que j'avais besoin d'accompagnement. Je connais pas très bien la réglementation, j'avais vraiment besoin qu'on m'aide. Et là, je me sentais complètement seule à devoir tout faire. Et même quand je posais des questions, je restais sur ma faim, il n'arrivait pas vraiment à m'orienter comme je le voulais. Si je rentre autant dans les détails techniques, c'est pour vous faire voir jusqu'où vous n'avez pas à aller, disons. Moi, je me suis retrouvée à jouer un rôle qui n'était pas forcément le mien. C'est pour ça que dans chaque vidéo, je vous dis, attention,
posez bien le maximum de questions. Demandez qui doit faire quoi, quel sera mon rôle. Comparez les réponses. Posez le maximum de questions possibles. Comme ça, vous ne tomberez pas dans certains pièges. En tout cas, à un moment, les tests prennent fin, donc je peux lancer la production en parallèle. Nous sommes en janvier 2019, mais je finis par avoir l'approbation du toxicologue vraiment des mois plus tard, tellement c'était long et fastidieux. Cinquième et dernière étape de la méthode et de mon épopée, la production. Ça fait un moment que nos formules sont prêtes. La partie réglementaire, quant à elle, n'est pas tout à fait finalisée, mais au vu de l'étape où nous en sommes, nous pouvons lancer la production en parallèle. La production, c'est l'étape où le laboratoire doit lancer la fabrication de tant unités de produits que vous avez créés ensemble. C'est au moment où vous dites au laboratoire, ok, je veux 500 unités de shampoing, je veux 200 unités de baume, etc., etc. À ce moment-là, moi, je suis très impatiente parce que c'est la dernière étape. Après ces années de recherche, je peux enfin dévoiler mon travail. On peut enfin lancer la marque de cosmétiques de façon officielle. Normalement, cette étape est très rapide et peut se faire en quelques heures. Mais comme avec moi, rien ne se passe jamais comme prévu, je commence par préparer cette fameuse phase avec le laboratoire, c'est-à-dire qu'on commence à faire les commandes des matières premières qu'il nous faut auprès des différents fournisseurs. Mais tout un tas de choses bizarres se passent. Déjà, des fournisseurs commencent à nous lâcher. Il y a des fournisseurs qui nous disaient « Ok, on va vous fournir telle quantité de produits, il n'y a pas de souci. Au moment venu, appelez-nous. » Mais à la fin, ils n'étaient pas là ou refusaient tout simplement de nous fournir les matières premières. On avait des marchandises qui étaient retenues en douane également. Bref, les choses n'avancent pas. Avec le temps, je me rends compte que le laboratoire a des problèmes de trésorerie, des problèmes juridiques et que beaucoup de fournisseurs n'étaient en fait pas payés. Bon, bien sûr, c'est plus compliqué que ça et certains fournisseurs étaient bien payés mais ne livraient quand même pas la marchandise. Mais plus on se rapproche de la date de production prévue et plus tout va mal. Le laboratoire repousse sans arrêt la date qu'on avait déjà décidée pour une raison X ou Y. À un moment, je fais même un voyage un petit peu pour rien parce que tout avait pris tellement de retard. Puis un jour, la directrice du laboratoire m'écrit et demande à me parler. Donc je l'appelle, à ce moment-là, je suis en France et là, elle me dit, écoutez, nous n'allons pas pouvoir faire votre production. Tous nos employés sont partis en grève. Ici, il ne reste que moi et le responsable de la production. En plus, nos machines ne fonctionnent plus. On part en liquidation judiciaire. Et là, c'est la première fois depuis que je tiens le projet. Et sans exagération aucune, je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je me dis, c'est fini. Ça ne dure qu'un millième de seconde, mais je réentends encore clairement la voix dans ma tête qui me dit ça, comme si c'était hier. Parce qu'en plus, j'ai la pression. Souvenez-vous, j'ai fait une campagne de financement participatif. Les gens attendent les produits. Je dois effectuer des livraisons en février-mars 2019. Et là, nous sommes en août 2019. J'ai fait l'erreur monumentale de m'accrocher à un seul partenaire parce que c'était tellement difficile à un moment de trouver un laboratoire qui travaille dans les normes que j'ai juste lâché les recherches. Je me suis dit, bon, j'ai déjà celui-là, c'est déjà bien, on va faire avec lui. Je me suis accrochée à eux, mais à ce moment-là, je me retrouvais face aux conséquences de cette décision. Et je n'avais simplement pas de plan B. La directrice du laboratoire commence à me dire, je vais vous mettre en relation, allez voir tel laboratoire, eux peut-être qu'ils pourront vous aider. La plupart des laboratoires qu'elle citait, je les connaissais déjà. J'avais déjà été en contact avec eux, mais soit ils n'étaient pas très réactifs, il n'y avait pas vraiment de feeling, soit ils ne travaillaient pas exactement selon certaines conditions que j'aurais voulu. Et de toute façon, pendant qu'elle parlait, je me disais non, je vais quand même pas reprendre tout du début parce que imaginez-vous, ça faisait quand même 2 ans qu'on traversait plein d'obstacles différents, qu'on avait vraiment vécu le parcours du combattant. Je me voyais pas reprendre tout à zéro avec une autre structure. C'est à ce moment-là que mon cerveau est passé en mode solution. Je leur ai dit, ok, tous vos employés sont partis en grève, mais vous m'avez dit, il reste vous et le responsable de la production. Donc, vous deux, vous allez faire les produits. Et elle me dit, non, c'est pas possible parce que les machines sont cassées. Il nous reste que du matériel de paillasse. En gros, il nous reste qu'un équipement pour faire de toutes petites quantités. Donc là, je prends une feuille, je prends un stylo et je commence à calculer de combien je dois réduire la production pour que ça puisse aller avec cet équipement. Je lui dis, ok, selon mes calculs, si on diminue la production de temps, vous n'aurez qu'à répéter l'opération tant de fois pour avoir tous les produits. Et elle me disait, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, elle avait déjà eu son lot d'obstacles, elle avait déjà mené ses propres combats, donc elle était un peu défaitiste. Elle avait déjà décidé de tout abandonner, de tout arrêter. Sauf que moi, je n'avais pas fait ce choix-là, donc je ne pouvais pas la laisser m'entraîner dans cette chute. D'autant plus que c'est à la dernière minute qu'elle m'en parlait, on aurait pu trouver 1000 façons d'anticiper ce problème-là. À un moment, je lui dis, ok, vous ne pouvez pas faire la production dans vos locaux, vous n'avez pas le matériel. Mais là où vous êtes, c'est une zone industrielle. Est-ce que vous ne pouvez pas aller voir un voisin
peut-être qui a l'équipement nécessaire et qui peut nous dépanner sur ce coup-là. Après insistance, elle finit par accepter. Elle trouve un nouveau prestataire qui connaît d'ailleurs la situation du laboratoire et qui accepte de nous aider. Et là, on entre dans une nouvelle aventure avec ce nouveau protagoniste. Il a fallu aussi s'habituer à son mode de fonctionnement à lui. Après plusieurs mois de galère, mineure par rapport à ce qu'on venait de vivre, la production se fait enfin. Je lance ma marque Iwalewa en décembre 2019. De leur côté, le laboratoire est finalement repris par le nouveau prestataire qui nous avait dépanné, donc il ne ferme pas ses portes. Mais bon, tout n'est plus vraiment pareil. La plupart des employés s'en vont, il y a remaniement de l'équipe et voilà. Je voudrais faire un petit aparté motivation. Parfois dans la vie, on a l'impression que le sort s'acharne sur nous et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Mais en fait, tout est lié et tout a une bonne raison d'arriver. Et la bonne raison, c'est pour vous emmener à l'endroit exact où vous devez être. Si vous avez bien suivi, à l'époque, je suis à Dakar, je cherche juste du travail et je suis super découragée de ne pas trouver. Je reviens en France monter mon projet, je me prends de la discrimination de plein fouet. Je tombe sur un laboratoire de toxicologie où rien ne va. Avec mon laboratoire, c'est les montagnes russes. Mais si on se pose, si j'avais tout de suite trouvé du travail à Dakar ou que j'avais trouvé un laboratoire français sérieux qui m'accompagne bien dans la création de tous mes cosmétiques, je n'aurais pas été autant sensibilisée à l'industrialisation africaine. Je n'aurais pas eu autant de rage pour monter mon projet. Si j'étais tombée sur le toxicologue parfait, je n'aurais pas autant appris sur la réglementation européenne en faisant moi-même certaines tâches. Je n'aurais pas pu ouvrir ma chaîne YouTube sur la thématique de la création des cosmétiques Made in Africa. Et je n'aurais pas pu aider les 300 personnes qui aujourd'hui font partie de la communauté. Tout est lié et justifié, donc je nous invite tous à prendre parfois du recul sur ce qui peut nous arriver à un instant T. J'espère que vous avez apprécié que j'intègre une petite timeline à mon récit. Je l'ai fait pour vous aider à dédramatiser peut-être votre situation actuelle. Si vous êtes dans cette phase frustrante où vous trouvez que votre projet n'avance pas, que vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous ne savez pas quelle action poser aujourd'hui, soufflez. Déculpabiliser, tout est normal. Suite à mon aventure, je dirais que les éléments qui sont importants à prendre en compte pour une fabrication sur le continent africain et une commercialisation en Europe sont la raison pour laquelle vous décidez de faire ça, simplement votre pourquoi, le choix des partenaires, leur conformité avec la réglementation européenne, mais également leur capacité réelle à vous accompagner et le feeling que vous avez avec eux, les déplacements pour aller rencontrer vos partenaires et la communication très précise et régulière avec eux, la culture de vos partenaires. Tout à l'heure, je vous parlais des jours fériés, mais il y a également les mœurs de façon générale. La façon de procéder et de communiquer diffère. Il va parfois falloir vous adapter. Un exemple tout simple, en France, si vous êtes client chez un laboratoire, vous allez rarement être au courant des problèmes personnels de vos partenaires. En Afrique, les gens aiment beaucoup communiquer sur tout. Pas forcément rentrer dans le détail de leurs soucis, mais juste parler de leur vie personnelle de façon générale. C'est comme ça aussi qu'ils créent du lien. Moi, j'ai dû apprendre à m'y faire, à m'intéresser, à écouter. Dernier élément, l'aspect financier et logistique à mettre en place. Tout doit être pensé en amont. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, waouh, vraiment bravo. Dites-moi ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je n'ai pas raconté exactement tous les événements qui se sont passés parce que sinon c'est plus une vidéo YouTube, c'est un film. En tout cas, j'espère que la vidéo vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Et mercredi prochain, justement, on parle de comment construire la vision de son entreprise. Alors d'ici là, je vous dis à très vite. Ciao!